C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir de Smart Bourse, le thème de la volatilité. Une volatilité qu'on retrouve partout aujourd'hui, à commencer sur les marchés, une volatilité très présente, excessivement présente sur les marchés obligataires depuis de nombreux mois maintenant. On voit cette volatilité réapparaître également légèrement sur les marchés actions depuis quelques jours, avec un phénomène de retracement des indices actions qui ont pu rendre 2-3% de performance au cours de ces dernières séances, et le CAC 40 et les indices européens qui tentent de se stabiliser en cette fin de journée, une séance qui sera peut-être encore légèrement négative, mais le CAC 40 et les autres indices ont réussi à remonter au-delà de leur plus bas du jour, avec un CAC qui tourne autour de 7240, 7250 points en cette fin de séance. Et puis une volatilité qui est révélée également dans la dimension macroéconomique, avec les révisions du jour qu'on a pu voir sur le PIB allemand du premier trimestre, par exemple, massivement révisé à la baisse, qui passe de 0 à moins 0,3%, qui nous apprend que la Deutsche Qualität n'est peut-être pas un domaine qui inclut le domaine de la statistique en Allemagne. C'est un premier point qui nous montre surtout également que l'Allemagne n'échappe pas finalement à ce phénomène de récession technique, puisque le quatrième trimestre 2022 était déjà un trimestre de contraction d'activité en Allemagne, moins 0,5%, moins 0,3%, une récession technique en Allemagne, mais une économie au plein emploi. C'est assez fascinant comme concept. On verra comment nos invités peuvent nous éclairer sur cette récession et ce plein emploi en même temps dans une économie comme l'Allemagne. Et puis en matière de révision, alors là, totalement inverse, la révision du PIB américain, révisée légèrement à la hausse, avec des dépenses de consommation qui ont été encore un peu meilleures que ce qu'on pouvait estimer en première estimation. Le PIB en rythme annualisé trimestriel aux États-Unis passe donc de 1,1 à 1,3%. Et c'est vrai que toutes les informations américaines des derniers jours mis bout à bout poussent les investisseurs à réviser assez drastiquement l'interprétation qu'ils avaient pu faire de la stratégie de pause monétaire de la Réserve fédérale américaine, entre les excellents chiffres du mois d'avril sur le front de l'emploi, de la consommation, l'activité dans les services également, on l'a vu avec les PMI en début de semaine qui reste particulièrement booming, et le discours des banquiers centraux qui estiment qu'une pause n'est rien d'autre qu'une pause, ni plus ni moins, et n'engage absolument pas sur le sens du prochain mouvement. Les marchés intègrent désormais une nouvelle hausse de taux de 25 points de base qui pourrait être délivrée par la Fed, soit dès son prochain meeting, les 13 et 14 juin prochains, soit lors du meeting suivant qui se tiendra les 25 et 26 juillet. Voilà donc pour l'ambiance du jour sur les marchés, avec cette dimension macro importante. Dans les thèmes spécifiques, le thème de l'IA qui fait exploser les compteurs d'NVIDIA. L'IA qui est plus qu'un espoir ou une simple perspective pour certaines entreprises comme NVIDIA, qui voit déjà effectivement des recettes importantes liées à l'accélération, l'essor de l'intelligence artificielle générative. Concrètement, le chiffre d'affaires d'NVIDIA va exploser au cours de ce deuxième trimestre, au-delà de tout ce que les analystes pouvaient attendre. 11 milliards de dollars de ventes prévues par NVIDIA sur ce deuxième trimestre. Le consensus des analystes était autour de 7 milliards. On est donc 50% au-dessus de ce qu'estimait le consensus des analystes. Et traduction immédiate en matière de cours de bourse, avec une hausse de 25% du titre NVIDIA aujourd'hui à plus de 700 milliards de dollars de capitalisation boursière. On a peut-être d'ailleurs une journée historique en matière de création boursière pour un seul groupe coté aux États-Unis. Aujourd'hui, NVIDIA, donc la vedette du jour. Et puis nous parlerons également d'innovation au sens large et d'innovation responsable dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse. Comment est-ce que cette approche autour de l'innovation responsable peut être définie en tant qu'investisseur en capital. Nous en parlerons avec la cofondatrice et associée de Revalia Capital, Alice Albizati, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord,
Tendance, mon ami, les infos clés de marché, chaque soir en ouverture d'émission avec vous, Alix Nguyen, tentative de stabilisation, on peut le dire comme ça, pour les indices européens qui ont quand même du mal à rebondir après la séance d'hier qui fut la pire en 2 mois. Et oui, seuls les techs dénotent dans une ambiance pour le moins morose. Merci à Nvidia qui propulse le Nasdaq. Pour rappel, hier, son titre a flambé de 28% après avoir dit s'attendre à un chiffre d'affaires pour le 2e trimestre supérieur de plus de 50% aux estimations de Wall Street. La valorisation boursière du groupe a grimpé de 200 milliards de dollars, ce qui en fait la première capitalisation mondiale du secteur. Le fabricant de semi-conducteurs profite pleinement de la demande croissante pour ses puces, utilisées notamment pour faire fonctionner ChatGPT. Microsoft, Alphabet ou encore AMD sont en forte hausse. Les fabricants européens de semi-conducteurs s'affichent eux aussi dans le vert. L'indice Stoxx 600 de la technologie est en nette progression. Aux États-Unis, les négociations sur le plafond de la dette sont toujours dans l'impasse. Le Dow Jones est plombé. Valeur refuge, le dollar progresse face aux autres grandes devises. Et puis, jour de révision, je le disais, pour les chiffres de croissance du premier trimestre en Allemagne et aux États-Unis. La croissance du PIB américain, pour commencer, Alix, s'avère meilleure que prévu. Oui, il s'agit donc de la 2e estimation de la croissance du PIB au premier trimestre. Et elle ressort en hausse d'1,3% en rythme annualisé. On retient aussi une légère hausse des inscriptions hebdomadaires au chômage. Elle s'élève à 229 000. En Europe, l'Allemagne est en récession technique. Son PIB a reculé de 0,3% entre janvier et mars 2023 et de 0,5% entre octobre et décembre 2022. Cette contraction de l'économie allemande est une première depuis la pandémie de Covid-19. Et puis on reste en Europe où on retient les propos de Luis de Guindos, le vice-président de la BCE, propos selon lesquels si l'inflation devrait décliner rapidement, ce ne sera pas le cas de l'inflation sous-jacente car, je cite, les moteurs de l'inflation changent. Demain, le rendez-vous le plus important de la journée est fixé à 14h30 avec la publication des dépenses des ménages américains du mois d'avril et surtout sa composante liée à l'inflation. Tendance, mon ami, chaque soir, les infos clés de marché à 17h en direct avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Malik Hadouk est avec nous, le directeur de la gestion diversifiée de CPR Asset Management. Bonsoir Malik. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Adrien Dumas de nous accompagner également. Bonsoir Adrien. Bonsoir, directeur des investissements de Mandarine Gestion. Et à nos côtés également Michel Martinez. Bonsoir Michel. Bonsoir. Chef économiste Europe de Société Générale CIB. Je commence avec vous Michel et la macro. C'est vrai que c'est un signal qu'on avait un petit peu effacé, l'idée d'une récession, en tout cas aussi vite en Allemagne en l'occurrence, puisque c'est quand même l'événement du jour. Oui, l'Allemagne, après révision du PIB du premier trimestre, est bel et bien en récession technique, 2 trimestres de contraction, tout en étant au plein emploi. Oui, et tout en continuant à investir massivement, parce qu'on a des chiffres records d'investissement. Après, je pense qu'il faut... la question principale, c'est pas tellement de savoir si l'Allemagne a été en récession technique, c'est de savoir si cette récession technique va s'approfondir et qu'on va avoir une récession dure. Et là, je pense que quand on regarde le panorama général, je pense qu'il y a peu de chances que ça arrive. Alors, on a une récession technique, donc 2 trimestres négatifs, moins 0,5, moins 0,3 pour l'instant, tiré essentiellement par la consommation. Je ferai plusieurs remarques. La première remarque, c'est qu'il y a dans la baisse de la consommation, il y a des composantes, en particulier énergétiques, qui sont importantes et qui ne vont pas se reproduire. Deuxième remarque, c'est que l'Allemagne a une tradition de sous-estimer fortement le niveau du PIB. Sur les 12 derniers trimestres, en moyenne, 9 fois sur 10, les premières estimations, première et deuxième estimation, étaient sous-estimées. Et en moyenne, la révision un an après était par trimestre de 0,3 points. Par trimestre. Par trimestre, voilà. Donc, alors, ça produit dans beaucoup de pays la zone euro. Là, je peux citer un autre pays. La zone euro, si on prend la zone euro, par exemple, si on prenait le second trimestre 2022, deuxième estimation, c'était 0,1. Aujourd'hui, la dernière estimation, on est à 0,9. Personne ne le sait, Michel. On passe de 0,1 à 0,9. Personne ne le sait. Au mieux, on regarde la deuxième estimation. Oui, mais alors, ça, personne ne le sait. Mais les révisions, alors, pour les États-Unis, les révisions sont énormes.
on peut avoir des multiples x3, x4 un an plus tard. Donc, il faut avoir bien ça en tête. Et puis en plus, en ce qui concerne l'Allemagne, vous l'avez noté, le marché de l'emploi qui est dynamique. Et donc, on a eu des taux de croissance de l'emploi assez forts, 0,3 points par trimestre, c'est assez fort. Donc, ce qui fait que ça fait des gains, implicitement, ça ferait des gains de productivité très négatifs. Moi, ça me semble peu crédible. Et on a eu, d'ailleurs, c'est une histoire qui s'est reproduite en Allemagne et ailleurs depuis 2 ans, 2021, 2022, à savoir que dans les premières estimations, on se dit ah là là, les gains de productivité sont très négatifs, donc on va avoir beaucoup de croissance, un fort ralentissement de l'emploi parce que les entreprises vont serrer la vis. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on sous-estimait fortement la croissance et les gains de productivité n'étaient pas négatifs. Donc, je pense que les données sur le marché du travail sont beaucoup plus fiables que les données du PIB. D'accord. Nettement plus fiables. En France, c'est le cas aussi. Et c'est lié, bien sûr, à notre système de protection sociale, puisqu'on a des fiches de paie, on a toutes les cotisations sociales, les impôts qui sont prélevés dessus. Et donc, on a une vision immédiate extrêmement bonne de la situation du marché du travail, à la fois salaire et création d'emplois. Alors que les premières estimations du PIB ne sont faites qu'à partir d'enquêtes partielles. J'entends. C'est intéressant parce que dans ce moment de volatilité et je sais pas, de transformation peut-être majeure de l'économie ou des économies, je crois que tous les investisseurs sont attentifs à la fiabilité des données et cherchent la donnée la plus fiable possible, la plus immédiate possible également. Vous dites, l'emploi est toujours considéré comme un indicateur un peu retardé, mais il a quand même l'avantage d'avoir cette fiabilité que d'autres indicateurs et d'autres statistiques n'ont pas. En temps réel, voilà. En temps réel, oui. Emploi et salaire en temps réel, c'est très rarement révisé, jamais. Et donc, alors, je parle de l'Europe, parce qu'à cause, pareil, de la façon dont le système de protection sociale est basé. C'est que je comprends. On a toute l'information. C'est pas le cas aux États-Unis, mais pour l'Europe, c'est les meilleurs indicateurs. Il n'y a pas photo. Et là, quand vous regardez les données d'emploi immédiates, donc vous dites l'Allemagne n'affichera pas un 3e trimestre consécutif de négatif, de cette ampleur en tout cas. Là, la conséquence de tout ça, c'est qu'on a un taux d'épargne qui est en train d'exploser. Donc, ça paraît, tout est possible, mais ça paraît un peu bizarre de continuer à penser que le consommateur allemand va peiner. Et puis après, dans les chiffres du PIB, dans la ventilation du PIB allemand, il y a quand même des indications qui sont intéressantes. Je mentionnais la dynamique de l'investissement. Il y a aussi la production industrielle qui rebondit très fortement. Alors que les enquêtes sont hyper négatives en matière manufacturière et industrielle. Là aussi, l'enquête PMI, il faut oublier. Il faut oublier, c'est vrai. Elle est déconnectée aujourd'hui. Complètement déconnectée. L'enquête, dans le secteur manufacturier, elle est légèrement en dessous de la moyenne historique. Donc, il n'y a pas de déconnexion majeure. C'est une croissance molle, mais ce n'est pas la récession dure, on va dans le mur. Qu'est-ce que ça change pour la Banque Centrale Européenne et j'allais dire pour l'appareil politique allemand? C'est au moment où Olaf Scholz finalement prend conscience qu'il n'y aura pas de récession et l'affirme publiquement, boum, il y a cette révision qui vient... Ça peut changer, comme je dis, ça peut changer. Oui, mais c'est dans un an que ça changera, Michel. La prochaine réunion de la BCE, c'est le 15 juin, quoi. Oui, non, mais c'est un exercice difficile, effectivement, de faire la politique monétaire. Et c'est pour ça qu'il faut une panoplie d'indicateurs. Et dans la panoplie d'indicateurs, si on prend la Banque centrale, ce qui va la marquer, je pense que c'est les pressions inflationnistes, le fait que les marges des entreprises restent extrêmement élevées. Dont on parlait de savoir une fiabilité de données. Du côté macro, je cite l'emploi, mais après, dans les données micro, il y a les résultats des entreprises. Quand une entreprise dit mon résultat a fait plus tant, ça, on peut considérer que c'est fiable. Et donc ça, c'est pas des signaux. Et en plus, quand elle dit je continue à investir, on peut pas considérer que c'est des signaux qu'on est en train de serrer la vis partout et qu'on va se casser la figure dans 3 mois ou 6 mois. C'est pas la récession endogène auto-entretenue. Non, il faut des récessions endogènes. Ça arrive effectivement. Ça arrive quand les marges des entreprises passent à des niveaux critiques et poussent les entreprises à faire des coupes claires dans la dépense, que ce soit emploi et capex. On n'y est pas du tout. Je comprends.
Et donc, en matière de politique, si même la Fed a du mal à se mettre en pause après 500 points de base de hausse de taux, c'est pas du tout le sujet de la discon au sein de la BCE le 15 juin prochain. Quoi. Vous connaissez oui, je sais. Notre discours, c'est on n'arrête pas de répéter depuis longtemps que les banques centrales ne baisseront pas les taux cette année et que la Banque centrale européenne a encore du chemin à faire. Nous, on dit au moins jusqu'à 4. Et après, ça va dépendre de l'inflation sous-jacente, mais après, nous, on pense qu'il faudra que la BCE accélère le quantitative tightening. Ouais. Parce que oui. En matière d'inflation sous-jacente, il y a eu un petit wake-up call hier sur l'inflation britannique. Alors, c'est britannique, c'est un laboratoire un peu particulier, etc. Mais voilà. Ça ressemble pas mal à la zone euro. C'est assez proche, effectivement. Et en particulier, c'est la décomposition de l'inflation qui ressemble beaucoup à celle de la zone euro. Ouais. Du côté de les niveaux d'inflation sous-jacente, par exemple, et puis la composition. Bon, mais c'est intéressant parce que ces éléments viennent au moment où le marché est en train de reconsidérer un peu le concept de pause, par exemple, de la Réserve fédérale américaine. Malik, vos commentaires. Comment on s'y retrouve un peu là, dans la macro aujourd'hui, entre des données dures, des données d'enquête qui ne donnent pas tout à fait la même lecture, sans parler des révisions qui parfois changent complètement l'histoire passée un an après, et puis en quelques jours, le marché qui considère que la pause de la Fed, en fait, c'est pas pour tout de suite, quoi. Oui, le marché change très rapidement. Le marché varie, oui. Change très rapidement. Non, ce qui est marquant dans les dernières statistiques parues un peu partout, c'est la déconnexion entre les services et l'industrie. Ouais. Ça, c'est vraiment très marquant. On n'a jamais eu autant d'écart. C'est plus de 10 points d'écart. Hein. Oui, c'est plus de 10 points d'écart. Et c'est partout. C'est homogène partout. On le remarque partout. Et un marché de l'emploi, comme vous le mentionnez, qui est très résistant, qui permet donc aux consommateurs d'être encore présents. Et donc, le marché, lui, un marché action, apprécie plutôt cette situation-là. Parce que ça permet d'envisager que les bénéfices d'entreprise vont se maintenir à des niveaux acceptables et qu'il n'y aura pas une récession des bénéfices attendus des entreprises comme beaucoup l'anticipaient avec la récession qui était anticipée par beaucoup. Quelqu'un qui travaille, qui a un salaire, c'est quelqu'un qui peut encore consommer. Et en plus, on embauche. Oui. Et puis les entreprises vous disent, même si je vois qu'il y a un ralentissement de l'activité, je ne vais pas céder. Je vais continuer à maintenir parce que j'ai eu par le passé des difficultés à recruter au moment où l'activité repartait. Ouais. Donc là, on a un socle assez solide qui permet à la consommation de se maintenir. Ensuite, si on parle sur le marché américain, avec le problème du relèvement du plafond de la dette, il n'y a pas de stress particulier non plus là-dessus, sauf sur le marché des bons du trésor à court terme. Puisque sur la maturité juin, là, on a des 300 BP au-dessus de la maturité mai, mais c'est une dislocation très localisée. Les marchés qui baissent le plus cette semaine, c'est les marchés européens. Hein. Exactement. C'est pas le marché américain. On en connaît les raisons. Hein. Ça, c'est un peu lié aussi à ce qui se passe en Chine avec retour du Covid. Et retour du Covid. Alors, donc c'est pas une nouvelle si marginale ou si neutre que ça. Non, mais j'en sais rien. 65 millions de contaminations par semaine. Par semaine. Ouais. Et donc c'est pas par jour encore. Non mais mais ils vivent ce qu'on a vécu lorsqu'on a réouvert totalement l'économie. Donc alors l'élément négatif, c'est cette progression de l'activité des services sur l'inflation. Parce que ça donne une indication aux banquiers centraux que l'inflation corps va avoir du mal à ralentir dans les semaines à venir. Et donc, ils maintiennent une politique qui va être restrictive. Or, moi, je pense que pour le mois de juin, la Fed va faire une pause pour attendre les prochaines statistiques. Mais oui, mais c'est ça, c'est ce qu'ils ont expliqué. C'est une pause, on peut surseoir à la hausse de taux pendant deux meetings, mais ça n'engage en rien sur la nature du mouvement suivant. Oui. Le marché, d'ailleurs, pense que ce sera plutôt un mouvement à la hausse désormais. Oui, il a enlevé 50% des baisses qu'il anticipait. Il n'a pas totalement annulé les baisses de taux. Non, mais il voit d'abord peut-être encore une dernière hausse de taux possible, ou en juin ou en juillet.
en tout cas, la volatilité, elle est encore présente plutôt sur le marché obligataire que sur le marché des actions. Et puis, l'ajustement qu'on a eu, il a été assez rapide aussi sur le marché des taux américains. Pas sur le marché de taux européen qui a suivi, mais avec peu d'engouement, il faut le reconnaître. Donc, encore très surpris par la résilience des marchés actions, il faut le reconnaître. Adrien, effectivement, votre lecture alors, des marchés actions, bien sûr, et puis peut-être en sens inverse de ce qui remonte du terrain et du discours des entreprises sur la question de la consommation, de la demande finale privée, de la consommation discrétionnaire. On a vu un petit coup d'arrêt boursier, en tout cas, sur le secteur du luxe, par exemple, cette semaine. Est-ce que derrière ça, il y a des interrogations, effectivement, sur la capacité d'une demande discrétionnaire à tenir encore, comme on l'a pu le voir jusqu'à présent? Oui, c'est un sujet quand même qui est là, je veux dire, depuis le début des publications du premier trimestre. On a quand même eu, de manière générale, une saison de publication assez exceptionnelle, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Les niveaux de surprise positive étaient très très élevés quand on les regarde historiquement. Et en moyenne, on a eu des réactions neutres, voire plutôt négatives. Et avec effectivement des entreprises qui, pour l'instant, se projettent encore peu sur la fin d'année, qui est quand même la question principale, notamment dès qu'on est un peu exposé aux États-Unis, où là, la question est, est-ce que cette hausse des taux va commencer à avoir un impact vraiment sur l'économie à partir du 3e ou 4e trimestre. En Europe, la situation est un peu différente parce que c'est les chiffres de l'Allemagne qui soient justes ou faux. En tout cas, ils nous sont faux par nature, mais en fait, on va avoir des bases de comparaison en fin d'année en Europe qui seront beaucoup plus agréables parce qu'on a des prix de l'énergie qui ont beaucoup baissé entre juillet, août et septembre, et donc normalement, on a une visibilité un peu plus forte. Donc dans l'ensemble, les entreprises, elles ont été prudentes, elles ont toutes bien publié, mais elles n'ont pas voulu trop s'engager. Et donc oui, on a eu plutôt des prises de profit après des marchés, notamment en Europe, qui depuis les bas de septembre avaient quand même extrêmement bien performé. Donc oui, depuis, les entreprises ne sont pas particulièrement paniquées. Je partage l'idée qu'elles continuent à investir, qu'elles continuent à recruter. Elles se projettent à moyen long terme. Elles font surtout attention aux enjeux un peu nouveaux, potentiels de disruption technologique, comme l'intelligence artificielle ou ces sujets-là. Mais il n'y a pas de message particulièrement négatif. Sur le sujet du luxe, il y a un empilement de signaux. Là, le premier, c'est que jusque-là, c'était, le secteur porté comme étant celui qui répondait particulièrement au contexte actuel, avec une réouverture de l'économie chinoise, avec du pricing power et une demande du consommateur qui était là. Voilà, dès qu'il y a un petit grain de sable, il y en a eu même deux le même jour en fait. Il y a eu des signaux un peu négatifs sur la consommation aux États-Unis, mais qu'on connaissait déjà. Le VMH a publié par exemple au premier trimestre déjà un ralentissement du consommateur américain. Chanel confirmait aujourd'hui qu'effectivement, depuis novembre, sur le marché américain, ça a ralenti. Hermès avait un message un peu différent, donc chacun regarde ça avec son prisme. Donc oui, il n'est pas étonnant qu'on considère que le boom qu'on a eu de la consommation américaine va un peu se calmer, mais en même temps on entend que la partie consommation chinoise compense largement ce léger ralentissement. Puis à côté de ça, vous ajoutez effectivement le sujet du Covid potentiel en Chine, en tout cas d'une résurgence d'un nouveau variant qui pose question sur la rapidité de la réouverture de cette économie. Mais dans l'ensemble, pour l'instant, on n'a pas de grands signaux alarmants de décrochage de marché sous-jacent. Le sujet principal, à mon avis, en tout cas c'est ce que je constate quand on rencontre entreprise au quotidien, c'est le sujet du résidentiel aux États-Unis. Ça, il y a un ralentissement évident. Ça concerne certaines industries, certaines entreprises, mais en dehors de ça, pour l'instant... Oui, puis là aussi, c'est pas tout l'immobilier. C'est alors, il y a la partie bureau. Je sais pas, j'ai écouté et lu quelques commentaires après la publication d'un Toll Brothers aux États-Unis cette semaine. Donc, promoteur immobilier, c'est plutôt du haut de gamme. Mais strong demand, forte demande, shortage de logements, pénurie. Les marges sont au top. Enfin, je veux dire, pour l'investisseur boursier, c'est quand même un cas, qui est intact, quoi. C'est des boîtes. Enfin, les valeurs de ce secteur, du secteur immobilier, c'est plus 30, plus 40% depuis le début de l'année aux États-Unis. Alors que tous les jours, on a des gros titres sur attention, immobilier, c'est le drame, etc. Il y a une de prix, il y a l'effet hausse de taux, il y a eu les spreads de crédit qui sont tendus après ce qui s'est passé sur quelques banques américaines. Donc on pouvait assez rapidement faire un scénario noir. Pour l'instant, effectivement, les opérateurs dans cette industrie. C'est surtout que le niveau des mises en chantier est extrêmement bas. Puis là, il plafonne depuis du mois. Oui, c'est ça. Ce que je comprends, c'est qu'il vit du stock qui a déjà été construit en partie, en fait. Voilà. C'est ça. Oui, c'est ça. Et donc, mais on a, même compte tenu des conditions de taux actuelles de crédit, on a actuellement un niveau de mise en chantier aux États-Unis qui est très inférieur à la demande de moyen terme implicite.
Donc on va à ce rythme-là, on va, comme vous le dites, on va écouler les stocks, même en maintenant les taux à 5, à 5,5, 6. C'est pas un sujet, ça. Ouais. Donc ça veut dire que ça peut rester à ces niveaux très bas pendant longtemps. Ça oscille au même niveau depuis 6 mois. Ça peut durer encore 6 mois, mais il n'y a pas de potentiel de baisse. Et donc, l'idée d'une pause de la Fed qui serait très, très temporaire, peut-être pour un meeting. Oui, c'est pas déshonorant d'imaginer ça aujourd'hui. Non, mais après, il faut avoir... faut être humble. C'est qu'on a fait... La Fed a fait l'essentiel du durcissement monétaire, surtout si on rajoute les durcissements des conditions de crédit qui doivent représenter 50 points de base de hausse des taux. Donc, on va dire on est à 5,5, légèrement au-dessus. Après, est-ce que c'est suffisant pour décourager toutes les décisions d'investissement de l'économie américaine? Ça, normalement, ça devrait l'être, mais il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Donc le risque, il est plutôt toujours à la hausse. C'est ce qu'on comprend à la sortie des minutes, notamment publiées hier soir. Adrien, il y a des refinancements. Pour beaucoup d'entreprises, en fait, elles ne subissent pas encore la hausse des taux réels. Non. Beaucoup de refinancements à venir, là, on va dire plutôt sur la deuxième partie de 2023 et début 2024. Oui, c'est ça, oui. De toute façon, pour l'effet incitatif de ralentissement de l'investissement, il est pour l'instant quasi nul. Les entreprises, elles ont beaucoup de cash, donc elles peuvent s'autofinancer. Avec ces taux de profit extraordinaires, je ne sais pas quels sont les taux d'autofinancement, mais au niveau macro, on a des taux d'autofinancement qu'on n'a pas vus depuis très très longtemps. Il y a une discipline financière qui s'est appliquée pendant 3 ans, effectivement. Avec les marges faites depuis 2 ans, cash accumulé, il y a de quoi financer l'investissement. Bon. Donc le voyage vers ce qu'on appelle un soft landing ou une récession, il peut prendre encore et toujours un peu plus de temps. On est toujours dans ce schéma-là de reporter encore de quelques mois, quelques trimestres peut-être le point bas du cycle américain. Oui, pour l'instant, il n'y a pas d'autre. On ne peut pas envisager autre chose, à moins un accident qu'on n'espère pas. Mais bon, celui du relèvement du plafond de la dette, je ne pense pas que les États-Unis iront jusqu'au défaut. C'est pas. Non. Pour moi, c'est impensable, mais bon. C'est un monde que personne ne connaît, mais c'est un monde qu'on ne connaît pas, donc ça serait la première fois, ça serait cataclysmique pour les marchés, je pense, vraiment. Hein. Donc voilà. Trump, il dit c'est peut-être une mauvaise journée ou une mauvaise semaine, on ne sait pas. Ou c'est peut-être rien. Trump. Non, mais... mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la question de la liquidité quand même. Parce que l'économie américaine puisse tourner avec des taux à 5, 5,25 ou 5,25, 5,50 pendant plusieurs mois, avec toujours une dynamique favorable, positive. Après, du point de vue des marchés, qu'est-ce qui va se passer en termes de liquidité là, dans la deuxième partie d'année, avec l'idée qu'on va quand même avoir une conjonction de phénomènes d'assèchement de liquidité en Europe, aux États-Unis, qui laisse penser que le vrai choc de liquidité pour les marchés, il est peut-être encore devant nous. Oui, c'est possible, mais comme ça a été mentionné, les entreprises aujourd'hui sont cash riches, elles n'ont pas besoin d'aller se financer, elles l'ont fait bien auparavant, à des conditions satisfaisantes. Puis le mur de liquidité, le mur de financement, c'est plutôt 2024 et fin 2024-2025. Ce qui peut arriver, c'est que les conditions de crédit se resserrent tout d'un coup très fortement. Ça pourrait peser en effet à la fois sur les entreprises et sur les marchés. Mais même les entreprises de petite capitalisation, quand il y a eu une enquête aux États-Unis, vous disent qu'elles n'ont aucun problème aujourd'hui de pouvoir se financer malgré les niveaux de taux élevés. Ouais. Donc c'est que derrière, il y a une activité qui semble soutenue, il y a du cash flow disponible, donc on ne voit pas arriver ce problème-là pour l'instant. Néanmoins, quand on met bout à bout, alors la réduction du bilan aux États-Unis, à rythme de croisière, 95 milliards, le régime de réduction de bilan en Europe qui va augmenter et qui augmentera peut-être encore un peu plus que ce qu'on imagine, si on écoute Michel Martinez, les remboursements TLTRO, donc les emprunts à taux préférentiels que les banques ont pu accumuler en Europe pendant des années, qui arrivent là fin juin, le Trésor américain, dès que le plafond de la dette sera relevé, qui va émettre jusqu'à $1 trillion de bons monétaires d'ici fin août pour reconstituer son compte courant à la Fed. Le vrai sujet, alors ça c'est important ça. Ça c'est très important. Ça c'est le vrai sujet. C'est comment les États vont se refinancer. C'est pas les entreprises le sujet, c'est les États. Oui. Et qui va aller acheter ces papiers-là ? Ou à quel prix ? Ou à quel prix ? Mais qui va les acheter si on pense que la Chine
qui est détenteur quand même, qui est un acteur principal et qui détient beaucoup de trésors américains, ou les Japonais eux-mêmes. Japon. Pourquoi irait-il aujourd'hui investir sur les bons du Trésor américain? Parce qu'il y a du rendement, parce que ça va se vendre avec des rendements intéressants, j'imagine. Géopolitiquement, si vous pensez à la Chine, elle peut... Eh ben, je sais pas, l'épargnant américain, il peut se mettre à acheter du T-bills, non? Enfin, on peut pas lui proposer du bon monétaire. Américain, je sais que l'épargne a été abondante à un moment donné, mais aujourd'hui, c'est un peu moins local. C'est une vraie question. Ça, le trillion de bons monétaires, enfin de bills que la Fed, que le Trésor va émettre, c'est une vraie question. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, qui va aller financer les États aujourd'hui? Qui va acheter ces papiers? Je sais pas, tout le monde nous dit que bond is back, c'est le retour de l'obligataire, les rendements font que ça y est, il faut loquer des rendements, c'est peut-être des points d'entrée pour une génération en matière de rendement obligataire. Ça, c'est vrai que les rendements sont redevenus intéressants. Aujourd'hui, aux États-Unis, la classe d'actifs la plus attrayante aujourd'hui, c'est le court terme 6 mois américain. Vous avez des rendements au-delà de 5% aujourd'hui. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a un mur de dette qui s'est construit, il faut le financer à ces niveaux-là. Ça devient dangereux. C'est pour ça que les États ou les banques centrales doivent faire attention à ne pas relever aussi très fortement les taux d'intérêt, parce que ça va finir par impacter très négativement à la fois le financement des États, mais derrière la croissance économique. On arrive à un point de douleur, là, en matière de capacité de financement des États, que ce soit en Europe, aux États-Unis. Michel, en tout cas, pas cette année. Je crois pas. Nous, on voit plutôt les problèmes de finances publiques commencer à émerger au-delà de 2024. Donc là, je vais mettre de côté la question de la liquidité, mais pour nous, d'un point de vue macro, c'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige qui va jouer. C'est là on a en ce moment les effets positifs, bons effets de l'inflation. C'est-à-dire qu'on a aussi des recettes fiscales avec, la croissance du PIB nominal forte, et donc ça fait baisser les ratios de dette sur PIB, et puis en plus il y a les rentrées fiscales, donc on a les déficits qui s'améliorent dans quasiment tous les pays. Et on n'a pas encore les effets négatifs de la hausse des coûts du service de la dette, parce que la maturité, c'est 7-8 ans. Bien sûr. Donc il faut... Il y a de l'inertie, ça il y a prend du beaucoup temps. d'inertie. Ouais. Mais alors nous, dans notre scénario, à partir de 2024, là, on commence à normaliser. L'inflation est peut-être divisée par 2, elle reste élevée, mais peut-être divisée par 2 par rapport à avant. Et puis du coup, le service de la dette commence à mordre. Donc là, on va avoir des questions de finances publiques qui vont commencer à... Mais plutôt plus tard que maintenant, quoi. Nous, plus tard. Plutôt c'est dans un an, quoi. Fin 2024. Oui, c'est ça, un an et demi. Mais oui, les lois de finances, c'est tous les ans qu'on regarde. Et puis les marchés, ils n'anticipent pas beaucoup non plus sur ces sujets-là. Après, sur la liquidité stricto sensu, je n'ai pas beaucoup de doutes que le Trésor américain pourra se financer, même à 1000 milliards en T-bill, surtout à ces taux-là. Après, on part d'une situation de surliquidité. Et vraiment, et là, il y avait la liquidité trop abondante. Les banques centrales veulent la réduire pour être mieux en mesure de conduire la politique monétaire avec les outils de taux, mieux contrôler, en fait, prix et quantité. Et donc là, on risque d'avoir des poches où ça mord un peu. Là, c'est un peu l'effet du déluge, quoi. Voilà, concentration, quand même, mais attendue. Plutôt de parler de poches, on va dire, là où on voit des petites zones de tension. Donc avec les TLTRO, là, on se dit peut-être qu'en Italie, il risque d'y avoir des banques qui ne se retrouvent plus en excès de liquidité et donc... sans marge de manœuvre, quoi, sans marge de sécurité en tout cas. Doivent faire appel au marché. Alors que ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Elles faisaient appel au marché, mais dans des proportions qui étaient faibles. Le thème de l'IA, Adrien, alors est-ce que c'est un thème? Est-ce que c'est plus qu'un buzz? Parce qu'on voit ce que Nvidia nous raconte quand même. Est-ce que c'est une réalité, mais très stock spécifique, concentrée sur quelques grandes méga caps américaines et ou asiatiques chinoises? Ou est-ce que c'est un vrai thème de marché? Et quand je dis thème, avec la profondeur que ça implique, effectivement, pour un investisseur thématique. Il y a de la gestion thématique, évidemment, chez Mandarine. Et un sujet ne fait pas forcément un thème. Oui, pour moi, c'est une thématique parce que c'est une évolution qui a des conséquences très positives pour certains acteurs et très négatives pour certains. Effectivement, l'échantillon de valeurs qui aujourd'hui peuvent bénéficier de cette thématique, c'est-à-dire de manière dynamique, positive, en enregistrant
des croissances ou des nouveaux produits ou des nouveaux services liés au déploiement de l'IA générative, parce que c'est pas l'IA traditionnelle. Oui, il est assez étroit, il est principalement américain, effectivement, principalement large cap américaine, même si prenons Google ou Amazon, je ne sais pas si vous avez entendu Bill Gates hier, mais est-ce que c'est gagnant, pas gagnant? Il dit, une fois que vous aurez vraiment une IA générative, vous aurez plus besoin en fait, de Google ou d'Amazon. Donc, voilà, il y a des débats, mais c'est évident qu'il va y avoir un enjeu de maîtrise de la technologie qui seront les gagnants. C'est encore difficile à affirmer. Ce qui est sûr, par contre, c'est chez les fournisseurs de puces, donc Nvidia, AMD, qui eux maîtrisent la technologie du GPU, donc il y a la nouvelle puce vraiment qui permet de faire des calculs parallèles et donc vraiment d'être très, très efficiente et donc d'avoir une capacité de création de contenu, de réactivité très importante. Oui, là, c'est visible. Et donc, derrière, il y a toute une chaîne de valeur du semi-conducteur qui en bénéficie. Beaucoup en Asie, beaucoup à Taïwan. N'oublions pas, c'est un sujet géopolitique qui va continuer à, évidemment, être au cœur des débats. Un petit peu en Europe, on a quand même quelques fournisseurs. Et puis, de manière générale, sur l'économie du monde du data center et de l'efficacité électrique. Mais là où c'est un thème, c'est que d'un point de vue négatif, on sent que le potentiel de disruption sur beaucoup d'industries pose question. Tous les jours, on a des secteurs qui sont sous pression parce qu'on voit ce déploiement d'intelligence artificielle générative rapide et avec des conséquences potentielles sur des business models assez établis. Les services informatiques, les helpdesk, le cas de Téléperformance est assez intéressant sur ce point de vue-là en Europe. C'est un titre qui est beaucoup sous pression depuis maintenant 2 mois sur cette thématique d'intelligence artificielle. Tous les fournisseurs de données traditionnels, juridiques par exemple, qui étaient un peu sous pression. Donc oui, pour moi c'est une thématique parce que ça crée deux parce que moi j'entends des gens qui me disent « Ah bah tiens, Téléperformance, ils vont profiter de l'IA, il faut jouer Téléperf ». Dites, dans les faits un peu Courbangy, etc., c'est plutôt l'idée que c'est un acteur qui va peut-être souffrir avant de maîtriser l'usage et de repenser peut-être son modèle d'affaires, etc. Maîtriser l'usage, je pense qu'il le maîtrise. Oui, c'est dans ce sens-là où c'est positif, c'est que c'est des sujets qui sont déjà traités, ils ont déjà des compétences. Mais le modèle d'affaires, il n'est pas... Est-ce qu'en fait, il y a une partie du business qui ne va pas juste seulement disparaître parce que en fait, on va passer à une solution qui est beaucoup plus tranchée et plus disruptive. Mais donc c'est un vrai thème. Ce que je veux dire, c'est pas un thème qui va rejoindre dans 3 mois le cimetière des thèmes crypto, blockchain, métaverse. Moi, je m'étais alerté le jour où Carrefour avait publié un communiqué en pleine séance pour dire qu'ils utilisaient la blockchain dans la logistique et que c'était formidable. Évidemment qu'ils utilisent la blockchain, mais ce que je veux dire, ça n'a pas fait une révolution sur le plan des marchés pour Carrefour, quoi. Prenons les choses autrement. Nvidia vient de publier des attentes pour le 2e trimestre, 50% des attentes, avec 80% de croissance dans son activité data center. Activité data center, ça veut dire que tous ses clients, que sont Amazon, Google, Facebook, bien sûr, mais aussi les gérants de data center, tous les gens qui opèrent dans le cloud, accélèrent leurs commandes. Si ces gens investissent fortement dans ces technologies, c'est qu'ils pensent qu'ils ont un besoin et qu'ils ont des clients qui sont prêts à utiliser ce type de technologie. Donc oui, c'est des chiffres tangibles. Et là, on parle de chiffre d'affaires. On ne parle pas de perspective de croissance à 3-5 ans. On a du chiffre d'affaires visible dès le prochain trimestre. C'est un thème de disruption. Vous en traitez des thématiques aussi chez CPR. Ça se retrouve dans les stratégies dès aujourd'hui. Il faut déjà réfléchir à ce que ça va pouvoir générer comme disruption, peut-être à des horizons de temps beaucoup plus rapides que ce qu'on a vu dans les précédentes révolutions. Beaucoup plus rapide. Ce thème-là, c'est vraiment. Mais on le voit sur l'impact boursier, pas que Nvidia aujourd'hui, mais depuis 3 mois, la tech, elle est dominée par cette thématique-là. Toutes les valeurs aujourd'hui aux États-Unis. Et ça s'appelle une bulle ou pas ? Écoutez, moi, la question que je me pose, c'est comment les analystes n'ont pas vu. Et aujourd'hui, c'est toujours la faute des analystes. Les pauvres. Ils n'y ont pas cru, puisque Nvidia vous dit je fais 50% de mieux. Et j'atteins mon objectif 2 ans. Ouais, enfin, ça dépasse leur propre prévision à eux de 30% Nvidia. C'est-à-dire qu'eux-mêmes sont surpris. Je comprends que on est surpris. On a de l'accélération. Tout le monde est surpris de voir les résultats. Donc c'est qu'il y a, comme ça a été mentionné, il y a des entreprises qui investissent aujourd'hui et il y a une demande très forte. Donc je pense que c'est une thématique qui va porter encore. Ouais, mais on voit bien que ça porte que quelques valeurs. Pour l'instant, le marché. Et il y aura des... Oui, mais on voit plutôt très peu de vainqueurs aujourd'hui sur le plan boursier, en tout cas dans le si, marché ils s'en détachent quand même. Oui, ils s'en détachent, mais c'est quelques entreprises. Oui. Et puis derrière, il y a tout un pan de la cote, on ne sait pas, pour des boîtes de software. On va progressivement découvrir les conséquences. La saison de publication du premier trimestre a été souvent tournée, les séances de questions-réponses auprès des managers. Il y a eu souvent des questions sur comment vous abordez la chose. Pour vous, quoi. Alors la réponse souvent c'est de dire oui, vous inquiétez pas, on a déjà fait des tests, oui, on y réfléchit, pour rassurer, j'allais dire. Mais on va découvrir, le potentiel et les impacts négatifs et positifs dans les trimestres à venir sur certaines entreprises. On a quelques
quelques savoir-faire en Europe dans le machine learning, donc tout ce qui tourne autour de l'industrialisation, l'automatisation des chaînes industrielles. Bon, là, il y a certainement des entreprises qui vont bénéficier du déploiement de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est difficile de dire qui, comment, sous quelles conditions, à quelle rapidité. Mais voilà, je pense qu'on aura une profondeur de marché plus par redondance. Alors, ça se retrouve chez les pure players de la thématique, les vendeurs de puces, chez les concepteurs de serveurs et ceux qui abritent les data centers, et puis ceux qui s'occupent de l'efficience énergétique de ces data centers. Oui, aussi. Donc, on va un peu loin dans la chaîne, mais là, on a des boîtes chez nous qui sont exposées à ce genre de le grand sujet. réalise 15% de son chiffre d'affaires auprès des data centers. Bon. Schneider, c'est 17-18%. C'est une partie importante des activités. Et je ne sais pas, mais ne serait-ce qu'un installateur de panneaux photovoltaïques, je pense que ça va extrêmement aussi accélérer la demande. Parce que la consommation électrique d'un data center, c'est un sujet important. Et historiquement, ils ont plutôt essayé de signer des accords de fourniture avec des spécialistes du renouvelable. Donc voilà, ça va créer encore une demande supplémentaire sur certains secteurs et métiers. Voilà, je pense qu'effectivement, l'analyse fine d'industrie par industrie, on va la découvrir dans les trimestres à venir. Bon, c'est un thème de marché avec tout ce que ça implique d'anticipation, d'excitation, d'enthousiasme. Oui, c'est sûr qu'NVIDIA a quasiment 20 fois le chiffre d'affaires aujourd'hui. Il va falloir vraiment que le déploiement soit 20 fois le chiffre d'affaires. Voilà. Ouais. Donc quoi, si on en a, il vaut mieux alléger un peu ou faut refaire des estimations sur la taille du marché adressable, la part de marché qu'on estime. Aujourd'hui, le sujet, c'est que NVIDIA maîtrise 85% de part de marché sur les GPU parce qu'ils ont une technologie exceptionnelle. Je rappelle, c'est une boîte qui a été fondée à 30 ans. Ça se rattrape vite, ça, ou pas? Non, en termes d'investissement, non. C'est une boîte qui a été fondée il y a 30 ans par un Taïwanais qui est toujours CEO de la boîte. Bien sûr. Qui a en plus une intégration verticale assez importante, qui travaille beaucoup avec toute sa chaîne de fournisseurs, beaucoup à Taïwan. Donc non, ça ne se rattrape pas du jour au lendemain comme ça. Si c'est un thème de marché avec tout l'enthousiasme que ça génère, Michel, est-ce que c'est un thème macro ou pas? Non, pas dur. Pas à horizon de... Quand je dis thème macro, c'est la productivité. Oui, c'est ça. Pas à 3-5 ans, non. Pas à 3-5 ans. Mais à 3-5 ans. Non, même pas. Non. Tout le monde nous dit que ça va aller très vite. Non, vous allez voir toutes les institutions internationales, les équipes d'économie, ça n'a pas changé leurs prévisions. Peut-être qu'ils se trompent. Ah, peut-être. C'est possible. C'est possible. Ah, mais 3-5 ans, c'est difficile. C'est long quand même, 3-5 ans, la vitesse à laquelle vont les choses aujourd'hui. C'est difficile d'imaginer quand même. Oui, alors après, peut-être qu'il y a un tropisme un peu conservateur parmi les... Non, mais après, je dirais, il faut ça peut être plus rapide, mais en général, les innovations, ça met beaucoup de temps quand même avant de générer des gains de productivité macro, qui peuvent s'estimer à plus un point de PIB, augmenter ça prend des décennies, voire plus que ça. Ça prend des décennies parce qu'il y a toujours la question de l'emploi. De comment on gère la transformation brutale que ça peut impliquer pour un certain nombre de secteurs. Il y a des questions d'emploi, il y a des questions aussi d'organisation des entreprises. Il y a pour les services publics, pareil. Donc, il y a des questions d'emploi et puis d'organisation, de pouvoir l'exploiter, en tirer le meilleur. Donc, je dirais, moi, en termes macro, ça ne va pas être un sujet 2023-2024. Non, je comprends. Mais est-ce qu'à terme, c'est le genre... L'histoire des révolutions technologiques, qu'est-ce qu'elle nous apprend de ce point de vue-là? Est-ce qu'à terme, c'est le genre d'évolution, de révolution, je ne sais pas comment ou de disruption, je ne sais pas quel terme qui va amener un peu plus de productivité Et alors, déjà, dans les innovations technologiques, il y a peut-être un peu plus de productivité, mais aussi souvent beaucoup d'utilité, de confort, de bien-être. Alors le cas du téléphone mobile est un bon exemple. C'est que c'est un usage personnel, c'est confortable, etc. Mais si on essaye de voir l'impact du téléphone mobile sur la productivité, on ne le voit pas. On ne le voit pas dans les statistiques internationales. Il y a des dizaines, des centaines de rapports macro. Essayez de voir. C'est dingue, parce qu'on a tous l'intuition quand même qu'on a augmenté beaucoup de choses avec ce truc. Mais il y a beaucoup d'innovations technologiques qui ont un impact sur la façon de vivre, nos comportements. Mais je ne sais pas, si on consulte 10 fois plus nos mails par jour, est-ce que ça change vraiment notre productivité? On peut en discuter. Hein. Et si j'en reçois 1000 fois plus... la surconsommation du gadget. Donc, c'est pour relativiser un peu tout ça. L'emballement. L'emballement, voilà. Je voulais qu'on termine, Malik, peut-être sur le thème du Japon.
Tactiquement au moins, c'est vraiment une position que vous défendez, et d'ailleurs de manière assez spectaculaire. Enfin, c'est une vraie position que vous tenez, que vous défendez, que vous tenez, il n'y a même pas besoin de la tenir. Les marchés japonais sont plus hauts depuis l'invention du Walkman. Le Japon... Donc, non mais pourquoi il faut aimer le Japon là aujourd'hui, et combien de temps on peut aimer le Japon là? Le Japon a été souvent un marché décoté. Aujourd'hui, il y a eu un rattrapage qui a été très rapide, parce que c'est le seul pays qui bénéficie d'un environnement favorable. Une inflation qui monte, donc ça permet aux bénéfices d'entreprise, parce qu'ils sont calculés en termes nominal, de progresser. Et vous avez une banque centrale qui ne bouge pas. Donc c'est le seul banque centrale qui reste... On a l'impression qu'elle semble dire aux autres, vous combattez l'inflation, et j'en profiterai. Mais moi, pour l'instant, je ne bouge pas. Et ça me permet de rien faire. Et ça me permet de rien faire. Donc, les investisseurs ont profité de cette fenêtre de tir là, qui existe encore, pour aller investir sur le marché japonais, parce que les résultats d'entreprise sont de bonne qualité. Les bénéfices d'entreprise ont été supérieurs en progression à ceux des États-Unis depuis 2 ans. Voilà, il y a eu une amélioration aussi sur la gouvernance d'entreprise au Japon depuis 2 ans, hein, où on insiste sur la création de valeur, etc. Donc ça, c'est des éléments qui plaisent. Et ensuite, ils ont profité du fait que les problèmes géopolitiques en Chine vous permettent d'investir au Japon, de tirer bénéfice de la croissance asiatique sans les risques géopolitiques. Et puis il y a eu 30% de baisse du yen. Qu'il y a eu grâce à la politique monétaire qui a alimenté, bien sûr, l'attractivité pour les actions. C'est durable. Alors, ou c'est là, on est remonté, on a une valorisation qui est autour de 13,8, au-dessus de la moyenne historique. Maintenant, tout va dépendre de l'évolution du yen, tout simplement, et de la politique monétaire qui va être adoptée par Oudéa dans les semaines à venir. Alors, tout le monde vous parle de la fin de la politique de contrôle des taux. Je ne pense pas qu'ils puissent le faire d'un coup. Je pense qu'ils vont relever le cap sur les 10 ans, de 50 à 75, voire à 100, et on reviendra sur la politique de contrôle des taux plus tard. Puis ils engagent un peu une Parce qu'ils détiennent quand même 55% du marché de l'obligation, la Banque centrale. Oui, puis il veut se donner le temps, il veut évaluer un petit peu quand même l'impact de tout ça, et l'idée de faire un peu une revue quand même stratégique. On s'arrête là pour ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous pendant ce tour d'horizon de la planète marché. Michel Martinez, Société Générale CIB, Malik Hadouk, CPR Asset Management, Adrien Dumas, Mandarin Gestion. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'innovation responsable. Comment investir de manière responsable, évidemment, dans l'innovation responsable. On en parle avec Alice Albizati, associée et cofondatrice de Revaya. Bonsoir Alice. Merci beaucoup d'être là ce soir. Bonsoir Grégoire. Vous êtes donc associée et cofondatrice de Revaya, société de capital investissement spécialisée dans le financement des entreprises innovantes, en croissance et responsable. Comment vous abordez justement ce thème de l'innovation responsable, qui est forcément un thème à multiples dimensions? Comment vous l'abordez? Quel est votre ou vos angles d'attaque justement pour traiter ce sujet de l'innovation responsable, Alice? Oui, c'est une bonne question. Nous, ce sujet de l'innovation responsable, c'est au cœur de notre rôle d'investisseur chez Revaya. Notre objectif, c'est d'être une société de gestion qui puisse délivrer la meilleure performance. Et pour délivrer la meilleure performance, il faut insuffler cette dimension de durabilité, de pérennité. Et donc, c'est une question qu'on se pose sur tous les stades de notre métier d'investisseur, de l'identification d'opportunités d'investissement, à l'exécution de nos investissements et à l'accompagnement de nos sociétés en portefeuille. Donc on a vraiment ces différents niveaux et on va se poser à chaque fois la question, d'une part, du modèle d'affaires de ces sociétés. Est-ce que ce modèle d'affaires adresse ou non des enjeux de développement durable de l'ONU, par exemple, ou est-ce qu'on va être sur un modèle neutre ou sur un modèle négatif? Et on regarde également le deuxième niveau, qui est celui des pratiques business de la société. Quel est l'impact de la société sur l'environnement, sur ses clients, sur l'écosystème? Donc, pour commencer par la première question, qui est un peu la plus évidente, on a l'opportunité, en tant qu'investisseur dans la technologie, dans la croissance, d'investir dans l'économie réelle de demain et donc flécher les capitaux vers les sociétés
qui, par leur modèle, vont adresser des enjeux tels que l'éducation, la santé ou l'environnement, ça va être un levier puissant d'investissement responsable. Par exemple, chez Revalia, nous avons investi dans une société qui s'appelle Hublot. Hublot, c'est un logiciel pour le monde de la santé qui va équiper des établissements hospitaliers, des cliniques, des EHPAD pour leur permettre de résoudre l'enjeu de la pénurie de talents dans le monde de la santé. Donc ça, c'est un impact direct sur l'amélioration de la santé. On a investi dans Deepkey sur un autre secteur qui est celui de l'environnement. Pas besoin de parler de l'urgence climatique à laquelle on fait tous face. Deepkey permet d'équiper les actifs immobiliers et les propriétaires immobiliers. Il faut savoir que le secteur de l'immobilier représente à peu près un tiers des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Donc, c'est critique d'adresser la question de la trajectoire net zéro de ces secteurs-là. Et l'objectif de Deepkey, c'est de donner les outils analytiques, les outils logiciels pour accélérer la transition vers le net zéro. Donc là, on parle effectivement de sociétés qui, par la nature de leurs produits ou de leurs services apportés au marché, sont forcément effectivement des bienfaiteurs ou des bienfaitrices sur une ou plusieurs dimensions de l'aspect responsable. C'est ça, Alice. Exactement. Donc ça, c'est le côté positif. Il y a d'autres entreprises qui, à l'inverse, par leur modèle, vont avoir un impact, des externalités négatives sur certains champs, soit environnementaux, sociétaux, c'est les principaux piliers. Donc, par exemple, des secteurs tels que qui incitent à la surconsommation, par exemple la fast fashion, on peut se poser la question de l'impact environnemental de ce type de société. Et donc nous, ce qu'on a construit avec Revalia, avec notamment notre équipe dédiée à l'investissement responsable, donc ces 2 personnes dédiées à l'ESG, on a identifié les secteurs clés qu'on va prioriser dans l'identification d'opportunités d'investissement. Sur ces secteurs-là, on va faire des deep dives sectorielles, donc des analyses sectorielles pour identifier de façon proactive les opportunités d'investissement et pour les surreprésenter dans notre deal flow. Et à l'inverse, il y a certains secteurs sur lesquels on va se poser des questions qu'on met sur des listes d'observation. Pour investir dans ce secteur-là, il faut qu'on ait de très bonnes raisons de la part de l'équipe ESG pour valider l'investissement potentiel. Oui, c'est intéressant d'ailleurs dans la hiérarchie. C'est l'aspect ESG qui valide avant tout la pertinence ou non du cas d'investissement. Je ne sais pas si c'est avant tout. Enfin, disons que c'est l'ESG, on le met au même niveau. D'accord, mais c'est pas moi en tout cas. Voilà, c'est pas moi. Je ne sais pas si c'est avant tout, mais c'est partie prenante de notre décision, de notre métier d'investisseur, et donc on le met au même niveau. Comment on s'engage avec ces entreprises? Effectivement, alors il y a ceux qui apportent des solutions qui sont un bienfait évident pour une ou plusieurs dimensions de l'ESG, pour dire les choses simplement. Comment on s'engage avec les autres entreprises dans lesquelles on a décidé d'investir, où là l'objectif est d'atténuer effectivement un impact qui est peut-être trop négatif et qui pourrait être beaucoup plus neutre, voire positif demain. C'est quoi la méthode d'engagement chez Revalia pour vous, Alice? Voilà. Alors, le premier outil pour cet engagement, en tant qu'actionnaire minoritaire, c'est l'influence qu'on va pouvoir avoir au niveau de la gouvernance de la société. Et donc, quand on parle de gouvernance, forcément la question des conseils de surveillance est une question critique. Et donc nous, on a mis en place un modèle innovant de gouvernance où on va, au moment de notre investissement, encourager l'ajout de compétences diversifiées, donc opérationnelles, et avec une diversification, oui, en termes d'expertise opérationnelle, en termes de genre, pour pouvoir accompagner les sociétés en apportant des réflexes d'investisseurs de capital risque, d'investisseurs de capital croissance, de growth, mais également pour aider nos dirigeantes dans leurs enjeux opérationnels. C'est-à-dire que vous constatez qu'au sein des conseils, alors il y a la question de la diversité du genre, et je ne crois pas que la tech soit d'ailleurs forcément très bien disante en matière de diversité de genre, mais il y a aussi la diversité d'expertise. Et ça manque aujourd'hui beaucoup dans ces conseils. Donc,
en tout cas, nous, on investit au stade où les sociétés, au stade de scale-up. Ouais. Et donc, elles ont dépassé la phase d'amorçage, la phase de capital risque. Et c'est des entreprises qui commencent à se structurer. Et souvent, ce qu'on constate, c'est qu'au moment où on rentre au capital de ces sociétés, le conseil de surveillance est principalement composé des investisseurs financiers historiques et des fondateurs. Donc, bien sûr. Et donc, c'est le bon moment pour pouvoir ajouter ces talents supplémentaires. Et c'est pour ça que nous, on l'encourage soit par l'ajout de membres du conseil indépendants, soit nous, en obtenant 2 places de représentants au sein de ces conseils, votants et non votants. Et on a pu faire venir des personnes telles que des personnalités très connues dans le monde de la technologie aux États-Unis. On a fait rentrer une femme qui s'appelle Trisha Han, qui est formidable, au board de GoHenry, qui est une société anglaise dans l'univers des paiements pour la famille, des finances familiales. On a fait venir au board de Epsor, qui est une société française d'épargne salariale et épargne retraite, le cofondateur de PeopleDoc, qui a fait une très jolie histoire dans l'univers du logiciel pour les ressources humaines. Et donc ça, c'est une chance énorme de pouvoir apporter ces personnes qui sont déjà passées par là et qui vont apporter une perspective qui est celle de dirigeants, de cofondateurs de scale-up. Donc ça, on a fait ça dans plus de la moitié de nos sociétés et c'est quelque chose où on peut mesurer l'impact concret. Une fois qu'on a mis la gouvernance, effectivement, avec injecter cette diversité dans la gouvernance, quelles sont les étapes ensuite de l'engagement, effectivement, que vous entretenez avec ces entreprises ? C'est bien de parler d'étapes, parce que ça se fait pas du jour au lendemain. Ça prend du temps, comme le développement de toute société. Et c'est pour ça que nous, en tant qu'investisseurs, on est là pour la durée, on est là dans le temps. Donc, un autre outil de gouvernance, c'est celui de mettre en place des clauses dans la documentation juridique, dans les pactes d'actionnaires, par exemple, où nous, c'est ce qu'on a fait depuis le début de nos investissements chez Revalia, c'est partager ces objectifs, cette ambition commune entre l'équipe de management et les actionnaires d'accomplir de la performance durable. Et donc, on peut rentrer dans le détail de clauses très spécifiques telles que les clauses sur les sujets de diversité et inclusion. Et donc, hier, il y a eu des annonces d'une initiative à laquelle on a contribué de Take Your Place pour inclure ces clauses diversité et inclusion de façon générique. Plus systématique. Plus systématique dans les pactes d'actionnaires. Donc ça, c'est un exemple. On peut également inclure des clauses sur les trajectoires environnementales de nos sociétés. Donc, on sait qu'on doit tous faire face aux accords de Paris. Donc, comment est-ce qu'on essaye de positionner toutes les sociétés pour être une trajectoire, d'augmentation, de limitation de l'augmentation de la température. On est dans la limitation aujourd'hui. Le plus proche possible des 1,5 degré et en delà des 2 degrés. Et donc ça, c'est notre responsabilité en tant qu'investisseur, en tant que dirigeant, de se positionner pour se rapprocher là-dessus. Et donc, ces engagements, nous, chez Revalia, ils sont nourris par notre équipe ESG qui va pouvoir mettre à disposition de nos sociétés une boîte à outils. Cette boîte à outils, elle va leur permettre de déjà comprendre, et parce que ce sujet, il ne suffit pas qu'il soit discuté au niveau du board, il doit être discuté par l'ensemble de la société, de décortiquer le sujet, parce qu'en fait, on parle de ESG comme si c'était un bloc, mais ça regroupe la trajectoire environnementale des entreprises, son impact et sa responsabilité sociétale, ainsi que la bonne gouvernance. Ça regroupe des choses qui sont très variées. Et ensuite, on va pouvoir, avec cette collecte de données, ces discussions fréquentes, cette boîte à outils, identifier les partenaires qui vont être le plus pertinents pour le stade de développement de une de nos sociétés. Et on a des sociétés qui font 5-10 millions d'euros de revenus. On en a qui sont beaucoup plus matures, à 150 millions et plus, donc ce n'est pas les mêmes besoins. Et ça fait qu'on a déjà eu, avec cet engagement et cet accompagnement, des résultats importants. On parlait de la trajectoire environnementale. On a aujourd'hui les 3/4 de nos sociétés de Revalia Growth 1 qui ont calculé leur empreinte carbone. Ce n'était pas le cas au moment de notre investissement.
Oui, c'est important qu'il y ait des résultats, effectivement, et des résultats visibles assez vite, même si les horizons de temps sont des horizons longs, mais c'est important qu'il y ait ces étapes de résultats aussi, qu'on puisse constater. On sait qu'on est dans un moment aussi où on parle de plus en plus de impact washing, de greenwashing, etc. Donc, l'approche qu'on a, c'est très pragmatique, centrée sur des résultats et des ambitions qui viennent s'augmenter d'année en année. Merci beaucoup Alice. Alice Albizati, associée et cofondatrice de Revalia, qui était l'invitée du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Merci.